Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Mon fils m'a appelé, on a changé les serrures, tu n'habites plus ici. Mais ensuite, Je m'appelle Evelyn Carter. J'ai 58 ans, et toute ma vie, j'ai été une battante. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai enfilé ma blouse d'infirmière avec fierté, prête à affronter les longues heures à l'hôpital, les crises imprévues, les nuits blanches. Pendant plus de 30 ans, j'ai veillé sur les autres, souvent au détriment de ma propre santé et de mes propres rêves. Élever mes 2 garçons, David et Rachel, seul, a été le plus grand défi de ma vie. Leur père est parti quand David avait 5 ans, laissant un vide immense que j'ai essayé de combler avec tout l'amour, toute la force dont je disposais. J'ai travaillé 2 emplois parfois, sacrifiant mes soirées, mes week-ends, mes moments de repos, pour qu'il ne manque jamais de rien. La maison dans laquelle je me tenais ce jour-là, au cœur d'un quartier modeste de Chicago, n'était pas un palais, loin de là. Mais c'était notre refuge. Chaque mur racontait une histoire, les dessins accrochés au réfrigérateur, les photos jaunies sur la cheminée, les rires et les disputes qui avaient réchauffé ces pièces. Pour moi, cette maison était un sanctuaire, une promesse silencieuse que, quoi qu'il arrive, ils auraient toujours un endroit où revenir. Ce mardi après-midi avait pourtant commencé comme les autres. Le soleil filtrait doucement à travers les rideaux de la cuisine où je préparais le dîner. L'odeur du poulet rôti se mêlait aux éclats de rire des enfants jouant dehors. J'étais en train de couper des légumes quand mon téléphone a vibré sur le plan de travail. J'ai jeté un œil à l'écran, et mon cœur s'est figé. Le nom affiché, David. Mon fils aîné. Un mélange d'inquiétude et d'espoir m'a traversé. Peut-être voulait-il simplement discuter, ou me demander conseil. Je souris doucement, essayant de chasser une angoisse sourde qui montait en moi. Salut maman, c'est David. Sa voix, pourtant, était glaciale, distante, presque étrangère. Ce n'était pas le ton chaleureux auquel j'étais habituée. Bonjour mon chéri, comment ça va? J'essayais de garder la douceur, de masquer mon trouble. Un silence pesant suivit. Puis il prit une longue inspiration, comme s'il rassemblait tout son courage pour me dire quelque chose de dur. On a changé les serrures, maman. Tu n'habites plus ici. Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Les assiettes dans ma main ont failli glisser, briser, tout comme mon cœur à cet instant précis. Quoi, ai-je balbutié, la voix tremblante, presque incrédule. C'est fini, Evelyn. Ta présence ici n'est plus souhaitée. Puis, sans un mot de plus, il raccrocha. Je suis restée là, figée, le combiné encore chaud contre mon oreille, le silence retombant lourdement dans la pièce. Ce coup de téléphone n'était pas juste un message. C'était un abîme, un gouffre qui s'ouvrait entre nous, un rejet brutal, un bannissement cruel. Je me suis appuyée contre le comptoir, les larmes menaçant de couler, mais refusant de les laisser tomber. Tout ce que j'avais fait, tous les sacrifices, toutes les nuits sans sommeil, tout cet amour que j'avais donné sans compter, balayé d'un simple geste, d'une phrase tranchante. Et pourtant, au fond de moi, une voix minuscule refusait de mourir. Une force sourde, née de ces années à tenir debout quand tout semblait s'effondrer, qui me disait, ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début d'un autre combat. J'ai reposé le téléphone sur le plan de travail comme si c'était un objet brûlant. Mes doigts tremblaient. Mon souffle était court, saccadé, comme si on venait de me frapper en pleine poitrine. Mes jambes, tout à coup, ne me portaient plus. Je me suis agrippée au rebord de l'évier, le regard vide, les oreilles bourdonnantes. Mon cœur battait à un rythme affolé, irrégulier, si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma cage thoracique. Chaque battement résonnait dans ma tête, dans ma gorge, jusque dans mes tempes. Je suis restée debout, figée dans cette cuisine silencieuse, les mains glacées malgré la chaleur du four encore allumé. La voix de David, sèche, déterminée, tournait en boucle dans mon esprit. Tu n'habites plus ici. Simple. Froid. Définitif. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être qu'il avait dit ça sous le coup de la colère. Peut-être qu'il regrettait déjà. Peut-être qu'il allait rappeler.
Je suis resté debout des heures, le téléphone dans la main, scrutant l'écran, le cœur suspendu à l'attente d'un simple message. Rien. Le lendemain matin, à la première heure, je me suis habillé lentement, comme dans un rêve. J'ai pris le bus jusqu'à notre quartier. Ce quartier que j'avais connu animé, rassurant, plein des rires de mes enfants, me semblait soudain étranger. Je suis descendu devant notre maison, une modeste bâtisse de briques rouges, avec ses volets que j'avais repeints l'été dernier. Le jardin était en ordre, silencieux, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Je suis monté sur le perron, mon sac serré contre moi comme une armure dérisoire. J'ai tendu la main vers la poignée. La serrure avait changé. Ce détail infime, un éclat de métal neuf m'a transpercé. Je n'avais pas la clé. Je n'avais plus la clé. Mes doigts ont frôlé la porte, tremblants. Puis j'ai frappé. Une fois. 2 fois. J'ai attendu. Rien. J'ai frappé plus fort. Mon cœur tambourinait. Je ne savais même pas exactement ce que j'espérais. Une explication? Une dispute? Des larmes? Peut-être simplement, que quelqu'un me regarde dans les yeux. Mais la porte est restée close. C'est alors que j'ai entendu une voix derrière moi. Evelyne? Je me suis retournée. C'était Monsieur Thompson, le voisin d'en face. Un homme discret, d'une 60aine d'années, veuf depuis des années. Il me regardait avec un mélange d'embarras et de gêne. Evelyne, tu ne peux plus rentrer. C'est la décision de David. Ces mots m'ont fendu le cœur. Je l'ai regardé, incrédule, espérant y lire une once d'hésitation, de pitié. Mais il détourna les yeux. Comme si ma douleur était trop lourde à regarder en face. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement reculé d'un pas, puis 2, jusqu'à ce que mes talons quittent le perron. Mes mains étaient glacées. Mon ventre, noué. Je me suis retourné lentement, et j'ai marché. Une marche sans but, avec l'impression que le sol s'effritait sous chacun de mes pas. La maison, mon foyer, ne m'appartenait plus. Je n'étais plus qu'une étrangère sur le seuil de ma propre vie. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Je me réveillais chaque matin avec la même pensée en boucle, ce n'est pas réel. Mais la réalité ne cessait de me gifler. Le téléphone restait silencieux. Aucun message. Aucun appel. Aucun mot de mon fils. J'ai tenté de joindre David, encore et encore. Des messages vocaux que je réécoutais moi-même, comme pour entendre l'écho de ma propre détresse. David? Je t'en supplie. Dis-moi ce que j'ai fait de si terrible. Je suis ta mère. Mais rien. Un vide plus cruel que les cris. Un silence plus violent que n'importe quelle dispute. J'ai fini par appeler Rachel, ma fille cadette, mon rayon de soleil, ma confidente. Elle avait toujours été plus tendre, plus expressive que son frère. Je croyais que si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre, ce serait elle. Mais Rachel ne décrochait pas non plus. Elle laissait son téléphone sonner. Parfois, elle raccrochait immédiatement. Un jour, elle m'a simplement écrit. Maman, ce n'est pas le bon moment. Laisse-nous respirer. Ce message m'a anéanti. Respirer? De quoi? Avais-je donc été un poids si lourd qu'ils avaient besoin de m'effacer pour se sentir libre? Je me suis sentie effacée, dissoute, rayée de leur histoire. La solitude s'est installée. Pas celle qu'on choisit pour réfléchir. Non. Celle qui vous ronge, lentement, comme une rouille sur les murs de l'âme. Je me parlais à moi-même, je vérifiais mon téléphone comme un réflexe nerveux. Je marchais longtemps dans la rue sans but, les yeux perdus dans le vague, espérant croiser un visage familier, n'importe qui me dirait. Evelyne, ça va aller. Mais personne ne disait rien. Même les visages connus semblaient gênés. Comme si j'étais devenue l'ombre d'un scandale familial qu'on préfère éviter. Un soir, après 3 jours à peine sans dormir, j'ai pris le bus sans savoir où aller. Mes pieds m'ont conduite devant une vitrine éclairée, modeste mais accueillante, la librairie de Monique Johnson. Monique et moi avions grandi ensemble dans le même quartier du South Side.
Elle avait cette lumière calme dans les yeux, ce genre de femme qui écoute avec tout son corps. Je suis entrée. Je n'ai même pas eu besoin de parler. Elle a vu mon visage, mon dos voûté, mon regard vide, et elle a su. Elle a ouvert ses bras. Evelyne, tu n'es pas seule. Tu n'as pas à porter tout ce poids seule. Viens. Je me suis effondrée dans son étreinte, comme un barrage qui cède. Elle m'a tenue sans rien dire, et c'était tout ce dont j'avais besoin. Ce soir-là, elle m'a préparé une tasse de thé au gingembre et à la cannelle. Nous étions assis entre les rayons de sa petite librairie, entourés d'ouvrages aux titres familiers, sous la lumière douce d'une lampe ancienne. Il y avait quelque chose de sacré dans ce lieu. Un espace de paix que la douleur ne pouvait pas envahir complètement. Monique m'a tendu un vieux carnet de cuir usé, avec un stylo noir. Tu as toujours su mettre les mots sur les choses que les autres taisaient. Écris. Écris, pas pour eux. Pour toi. J'ai hésité. Puis j'ai ouvert la première page. Et ce soir-là, entre les murs chaleureux de la librairie, j'ai décidé d'écrire. Pas pour supplier, pas pour expliquer, pas pour accuser. Mais pour me libérer. Les mots sont venus en torrent. Les souvenirs, les odeurs, les gestes oubliés. Les nuits blanches à l'hôpital, à veiller des patients qui mouraient seuls. Les appels que je recevais en urgence quand David était adolescent et qu'il s'était battu à l'école. Les anniversaires que j'avais oubliés, non pas par négligence, mais parce que je travaillais une nuit de plus, un week-end de trop. Les rêves abandonnés, partir en voyage, ouvrir un petit salon de thé, apprendre à peindre. Mais au fil des pages, la douleur s'est mêlée à autre chose. Une force que je croyais perdue. La force d'une femme qui avait tenu debout, malgré tout. La force d'une mère qui avait aimé au point de s'effacer. Et qui, maintenant, réapprenait à exister pour elle-même. Un matin d'automne, alors que les feuilles rousses tapissaient le trottoir devant la librairie de Monique, je suis arrivée plus tôt que d'habitude. La boutique était silencieuse, baignée dans une lumière douce et dorée. Il faisait bon. Je me suis installée à l'une des petites tables en bois, un café tiède entre les mains, mon vieux carnet devant moi. Ce jour-là, Monique m'avait convaincue de lire un passage à voix haute pour quelques clients fidèles qui se retrouvaient chaque semaine autour d'un club de lecture improvisé. Allez, Evelyne, juste un extrait. Ce que tu as écrit est trop puissant pour rester enfermé dans ces pages. J'avais accepté à contre-cœur, encore peu sûre de ma voix, encore tremblante à l'idée d'exister devant les autres autrement que comme l'infirmière ou la maman de David et Rachel. Je me suis levée, le carnet ouvert à une page marquée par une tache de thé et quelques lignes soulignées. Ma voix était d'abord fragile, comme si je cherchais mes propres mots dans la bouche d'une étrangère. Mais très vite, quelque chose a changé. Les phrases sont sorties avec plus de souffle, plus d'assurance. J'ai lu l'histoire d'une nuit d'hiver où j'avais travaillé 16 heures sans interruption, pour ensuite rentrer et trouver David en pleurs, brisé par une dispute à l'école. J'ai parlé de mon épuisement, de mon sentiment d'invisibilité, de ce moment où j'ai compris que l'amour n'était pas toujours suffisant pour combler les absences. Lorsque j'ai levé les yeux, la pièce était silencieuse. Certains avaient les larmes aux yeux. Monique me regardait comme si elle voyait une version de moi qu'elle avait toujours soupçonnée, mais que je n'avais jamais laissé apparaître. Et c'est à ce moment-là qu'un homme s'est levé du fond de la salle. Grand, la cinquantaine élégante, vêtu d'un manteau de laine anthracite. Il avait écouté du début à la fin, immobile. Il s'est approché doucement. Madame Carter, je suis Mark Reynolds. Je dirige une petite maison d'édition dans le quartier ouest. Je suis venu ici par hasard, pour acheter un livre pour ma sœur. Mais ce que vous venez de lire? Il s'arrêta un instant, les yeux humides. C'est plus qu'un récit. C'est une vérité nue, une claque, un miroir. Vous devez le partager. Je veux publier votre histoire. J'ai d'abord cru à une plaisanterie. Je n'étais pas écrivaine. J'étais simplement une femme qui avait tout perdu, et qui avait gratté quelques pages pour survivre. Mais dans les jours suivants, Marc est revenu. Il a lu l'intégralité de mon carnet, chaque page, chaque rature, chaque larme séchée entre les lignes. Et il a tenu parole. Pendant les mois qui ont suivi, nous avons travaillé main dans la main. Il m'a guidée avec douceur et respect.
Jamais il n'a voulu réécrire mon histoire, seulement l'accompagner pour qu'elle puisse toucher d'autres cœurs. Nous avons choisi ensemble un titre. La porte que l'on m'a fermée. Un titre simple. Douloureux. Vrai. Parce qu'au fond, ce livre ne parlait pas que de moi. Il parlait de toutes les femmes fatiguées, de toutes les mères invisibles, de toutes les âmes exilées de leur propre maison. Le soir du lancement, la librairie de Monique était méconnaissable. Des guirlandes de lumière couraient le long des murs. Des chaises avaient été installées jusque sur le trottoir. Il faisait frais, mais les cœurs étaient chauds. La salle était pleine à craquer. Des femmes d'âge mûr, des pères de famille, des étudiants, des jeunes mères, des hommes silencieux, tous assis là, le livre posé sur leurs genoux, les yeux levés vers moi avec une attente que je n'avais jamais ressentie. Quand Monique m'a invité à monter sur la petite estrade improvisée, mes jambes ont tremblé. Mais je n'étais plus la même femme. Je n'étais plus brisée. J'étais debout. Et libre. J'ai pris la parole. J'ai parlé de la douleur, de la perte, mais aussi de l'espoir, de la reconstruction, et de ce pouvoir que les mots ont quand on leur donne le droit d'exister. Et pourtant, malgré toute cette beauté, David n'était pas là. Je l'ai cherché du regard. Chaque fois que la porte s'ouvrait, j'espérais voir sa silhouette. Mais il n'est pas venu. Et cela a laissé un vide que même les applaudissements ne pouvaient combler. Une semaine s'était écoulée depuis la soirée du lancement. La librairie de Monique avait retrouvé son calme. Le tumulte était passé, les fleurs offertes par les lectrices fanaient doucement dans leur vase près de la caisse. Le livre se vendait bien, paraissait-il. Des messages d'inconnus arrivaient chaque jour, pleins de gratitude et de reconnaissance. Mais au fond de moi, quelque chose restait suspendu. Un silence. Un nom. David. Je ne savais pas s'il avait vu la couverture. S'il avait osé lire un mot. S'il m'en voulait plus encore, ou s'il m'avait simplement oublié. Je passais mes soirées dans un étrange calme. Ni totalement heureuse, ni malheureuse non plus. Un entre-deux où l'on vit sans savoir si l'on espère ou si l'on se protège. Puis, un soir, alors que j'étais assise dans le salon de Monique, une tasse de thé froid à la main, mon téléphone a vibré. Une simple vibration. Pas d'appel, pas de notification de groupe. Un message direct. Le nom s'est affiché à l'écran, David. Mon cœur s'est arrêté une demi-seconde. Mes doigts se sont figés au-dessus de l'écran. J'ai hésité. J'ai eu peur d'ouvrir. Peur de ce que j'allais lire. Et puis j'ai glissé le doigt. Le message disait: Maman, j'ai lu ton livre. J'ai pleuré. Je suis désolée. Peux-tu me pardonner? Je veux te revoir. 6 phrases. 6 phrases pour briser des mois de silence. Pour traverser ce mur qu'il avait construit entre nous. Pour poser un genou, peut-être. Pour tendre la main. Je suis restée immobile, le téléphone dans la paume, le regard flou. Tout autour de moi semblait s'être arrêté. Monique, assise à l'autre bout de la pièce, a relevé les yeux vers moi, silencieuse, respectueuse de ce moment. Elle n'a rien demandé. Elle n'avait pas besoin. Elle savait. J'ai relu le message au moins 10 fois. Chaque mot me frappait à un endroit différent. J'ai pleuré. Je suis désolée. Je veux te revoir. C'était vrai. Ce n'était pas une demande arrogante. Ni un pardon facile. Il n'avait pas dit « oublie ». Il avait dit « pardonne ». Et cela faisait toute la différence. Je me suis levée lentement, me suis approchée de la fenêtre. La nuit tombait sur Chicago. Les lampadaires s'allumaient un à un, et les voitures passaient en silence, indifférentes à la tempête discrète qui se jouait dans mon cœur. J'ai pensé à toutes les nuits passées à attendre ce moment. À tous les scénarios que j'avais imaginés, ces excuses, ces justifications, ces silences. Et maintenant qu'il était là, maintenant que cette main invisible s'était posée timidement sur la mienne à travers un écran. Je n'avais plus de colère. Plus de rancune. Seulement cette douleur ancienne, devenue douce, mélangée à un amour inaltérable, celui d'une mère. J'ai pris une profonde inspiration. Une de celles qui viennent du ventre, comme si tout mon passé, toute ma douleur,
tous mes doutes étaient contenus dans cet unique souffle. Puis, calmement, j'ai tapé les mots. Lentement. Chaque lettre était un pas vers le pardon. Une main tendue à travers le gouffre. David, la porte s'ouvre quand on est prêt à construire un pont. Je t'attendrai. J'ai relu le message, le cœur battant. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Et là, un étrange apaisement m'a traversé. Comme si je venais d'expirer le poids de 10 hivers. Pas seulement ceux de notre éloignement, mais tous les hivers silencieux, tous les froids non dits de notre histoire. La première rencontre. Le jour fixé était un samedi, en fin d'après-midi. L'air était doux, chargé d'un parfum de feuilles humides et de bois brûlés. L'automne colorait le monde autour de moi de teintes chaleureuses, comme si la nature elle-même voulait adoucir la tension de ce moment. Je m'étais vêtue simplement, un chemisier crème, un foulard vieux rose, et ce petit manteau beige que Rachel m'avait offert à Noël lointain, quand nous étions encore unis. Dans mon sac, je n'avais rien de spécial. Mais je le serrais contre moi comme un rempart fragile. À l'intérieur, mon cœur battait si fort qu'il me semblait être un tambour dans ma poitrine. Le café était situé au bord d'un petit parc, dans un quartier calme, loin du tumulte du centre-ville. Une terrasse extérieure bordée de plantes grimpantes, des tables en fer forgé, quelques bougies vacillantes sur les nappes blanches. L'endroit semblait suspendu, hors du temps. Je l'ai vu tout de suite. David était là, assis seul à une table. Les épaules légèrement voûtées, les doigts entremêlés devant lui, il regardait fixement la table, comme s'il avait peur de lever les yeux. Il avait changé. Ses traits étaient tirés, ses joues creusées, ses yeux fatigués. Mais c'était surtout son expression, ce mélange de peur, de honte, de tristesse, qui m'a frappé. Je suis restée debout un instant, à quelques mètres, le regardant sans qu'il me voie. Et j'ai senti quelque chose céder doucement en moi. Pas une colère. Juste une vague immense d'amour meurtri, intacte malgré tout. Je me suis approchée, doucement, et j'ai tiré la chaise en face de lui. Le bruit léger du métal l'a fait sursauter. Il a levé les yeux. Nos regards se sont accrochés. Et pendant une seconde, ni le passé ni le présent ne comptaient. Il n'y avait que cette reconnexion silencieuse, viscérale. Le lien. Fragile mais toujours là. Je me suis assise. Sans un mot. Le silence était dense, mais pas vide. Il était habité. Chargé d'années, de souvenirs, de douleurs, de ce que l'on n'a jamais osé dire. David parla enfin. Sa voix était basse, éraillée. Maman, je suis désolée. Je ne savais pas comment gérer ma colère, ma peur. J'ai fait une erreur en te repoussant comme ça. Ses yeux brillaient, sans fierté, sans justification. Juste l'humilité nue d'un fils qui revient. Je respirais profondément. Mon regard dans le sien, sans dureté, sans larmes encore, juste de la tendresse, cette tendresse unique que seule une mère peut porter, même blessée. David, je ne te reproche rien. J'ai compris que tu avais tes raisons, même si ça m'a brisé le cœur. Je posai ma main sur la table, ouverte, paume vers le ciel. Ce qui compte, c'est que tu sois là maintenant. Il hésita, puis posa doucement sa main sur la mienne. Ses doigts tremblaient légèrement. Je sentis le poids du pardon commencer à circuler entre nous. Tu m'as montré ce que ça signifie de se relever. Dit-il. Ton livre, ta force, ça m'a ouvert les yeux. Je souris, enfin. Une larme chaude coula le long de ma joue, sans bruit. Nous avons tous besoin de temps pour guérir. Ce n'est pas fini. Ma voix se brisa un instant. Puis je repris. Mais nous pouvons avancer. Ensemble. Il hocha la tête. Puis, d'une voix à peine audible. Je t'ai manqué? Je ris doucement, à moitié en larmes. Tous les jours, mon fils. Même quand je ne voulais plus espérer. Et ce soir-là, sur cette terrasse baignée par la lumière dorée du crépuscule, entre deux tasses de thé tiède, nous avons recommencé à nous parler. Pas comme avant. Mieux. Avec vérité. Avec lenteur. Avec des silences qui n'étaient plus des ruptures, mais des respirations. Il ne s'agissait pas de revenir en arrière. Il s'agissait de réécrire à deux ce qui avait été effacé.
Et sous les lampions discrets du café, un pont invisible commençait à se construire, pierre après pierre, entre une mère et son fils. La légère brise caressait les feuilles des arbres autour de la terrasse du café, mais à leur table, Evelyne et David étaient enveloppés dans un silence chargé de tension et d'émotions refoulées. David baissa les yeux, puis les releva pour croiser enfin le regard de sa mère. « Je veux que tu saches que ce n'était jamais contre toi personnellement. J'avais juste tellement de colère en moi. Pas seulement contre toi, mais contre moi-même, contre tout ce qui n'allait pas dans ma vie. » Evelyne hocha la tête doucement, ses mains tremblantes posées sur la table. « Je comprends, David. J'ai peut-être aussi mes torts, tu sais. J'ai parfois été trop silencieuse sur ce que je ressentais. Trop occupée à te protéger pour penser à moi. » Il esquissa un faible sourire, les yeux brillants. « J'ai gardé cette colère enfermée trop longtemps. Quand j'ai changé les serrures, c'était une façon maladroite de dire que j'avais besoin d'espace. Mais c'était aussi une blessure pour toi. » Elle prit une longue inspiration, les mots lui vinrent avec douceur. « Tu n'aurais jamais dû te sentir seul dans cette maison, David. Ni dans ta colère. Mais je suis fière que tu sois là maintenant, que tu veuilles réparer. » David serra sa main avec gratitude. « Ta force m'a donné envie de changer, de devenir meilleur. Ton livre m'a fait comprendre combien tu as souffert en silence. » Les larmes montèrent aux yeux d'Evelyne, mais elle les laissa couler sans honte. « Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est la nôtre. On peut guérir, petit à petit. Pas à pas. » David hocha la tête, le cœur allégé. « Merci, maman. Pour tout. Pour ta patience. Pour ton amour. Je veux qu'on soit une famille à nouveau. » Ils restèrent là un moment, mains liées, regardant le soleil se coucher, conscients que la route serait longue, mais prêts à la parcourir ensemble. Les semaines suivantes, Evelyne et David ont patiemment reconstruit leur lien, brique par brique. Ils ont ri de nouveau, partagé des souvenirs oubliés, et appris à s'écouter sans jugement. Rachel a fini par se joindre à eux, réunissant enfin la famille dispersée. Ce n'était pas un conte de fées. Il y eut des moments difficiles, des silences, des doutes. Mais chaque pas vers l'autre était une victoire, un signe que l'amour, même blessé, peut guérir. Un soir, alors qu'ils étaient réunis autour d'un dîner simple dans la petite maison qu'Evelyne avait retrouvée, David leva son verre. « À maman, qui nous a appris la force et la résilience. À nous, qui avons enfin retrouvé le chemin de la famille. » Evelyne sourit, émue aux larmes. « À nous. Car parfois, la plus belle porte qu'on puisse ouvrir, c'est celle qui mène au pardon. »